Merci. Bonjour à tous. Oui, d'accord, merci. Alors, ça y est, c'est lancé. C'est parti. Je vais donc vous parler de quelques cas de pollinisation dont j'avouerai qu'ils m'ont amusé. Et j'espère tout simplement vous amuser aussi pour que vous voyiez à quel point les plantes peuvent avoir des stratégies différentes les unes des autres et très efficaces. Tout d'abord, il y a des inflorescences dont toutes les fleurs s'épanouissent simultanément. Alors, me direz-vous, ça ne change peut-être pas grand-chose? Si, pour moi, ça change beaucoup. Parce que dans une inflorescence, comme par exemple ce chaton de noisetier, à la base sont les plus vieilles fleurs et au sommet les fleurs les plus jeunes, puisque les fleurs sont initiées les unes après les autres tout au long de l'axe de l'inflorescence. Et il se trouve que quand le noisetier fleurit, toutes les fleurs fleurissent en même temps, alors qu'elles n'ont pas le même âge. Je vous disais que c'était amusant, la botanique. Voici quelque chose qui est beaucoup plus lointain, encore une floraison que j'appelle synchrone. Toutes les fleurs de l'épi fleurissent simultanément. Alors pour le noisetier, il est évident que cette floraison simultanée favorise la dispersion par le vent. Ce sont des fleurs anémophiles. Ici, nous sommes dans le sous-bois de la forêt amazonienne. La plante en question est un bambou qui fait 10 à 20 cm de hauteur, jamais plus, et qui traîne par terre sur le sol couvert de feuilles mortes. Alors, le vent. Eh bien, le vent n'existe pas dans la grande forêt. Le vent est uniquement au sommet des arbres. À ce niveau-là, il n'y a pas d'anémophilie possible. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a d'autres transporteurs. Je vous avouerai que je ne les ai pas vus. Je n'ai pas pu passer des jours et des jours à guetter cette petite inflorescence. J'avais autre chose à faire. Et là se pose la question des plantes dont la floraison est simultanée et qui ne sont pas anémophiles. Elles sont nécessairement fécondées par des animaux. Le bouleau, non, excusez-moi, je me trompe de côté. Oh là là, c'est difficile. Voilà. Le bouleau est pollinisé par le vent, le saule est pollinisé par des insectes, et voici une grande cypéracée qui vit également en Amazonie, qui est pollinisée par des quantités de ces petites mouches. Je ne vous en dirai pas plus parce que pour moi, c'est une petite mouche, je suis totalement incompétente, je n'y connais rien. Ça a des gros yeux rouges, c'est gros comme un gros moustique, et il y en a des quantités au moment où les inflorescences sont en pleine fleur. Vous voyez que toutes les fleurs fleurissent en même temps. Une autre cypéracée, qui elle n'est pas en Amazonie, mais aux confins entre le sud Cameroun et le Gabon, c'est-à-dire juste sur l'équateur, vous voyez qu'il y a des petits fils qui relient les anthères. Toutes les anthères se sont ouvertes en même temps. Ces petits fils, c'est le pollen qui est libéré. Le pollen n'est pas libéré sous forme de grains indépendants, mais sous forme de petites chaînettes, parce que les grains sont agglutinés par une sorte de gel qui résulte de la gélification de ce qu'on appelle le tapetum. C'est l'assise la plus interne de l'anthère, l'assise qui contient le pollen. Donc, ces sortes de petites ficelles minuscules sont gluantes et on imagine très bien que ça doit se coller sur des petites bêtes parce que là aussi, nous sommes dans une forêt équatoriale au niveau de laquelle il n'y a pas de vent au sol. Cette cypéracée fait 50 cm de hauteur, pas plus. Encore un cas comparable d'une inflorescence dont toutes les fleurs s'épanouissent en même temps, mais là c'est beaucoup plus drôle. D'abord c'est une plante parasite qui fait 20 cm au maximum en Amazonie. Elle vit aux dépens des racines d'arbres qui circulent dans la litière et
cette plante s'épanouit ici femelle. Toutes les fleurs fleurissent en même temps. Quelques jours après, il n'y a plus de traces des stigmates. En revanche, les étamines sortent au niveau de chaque fleur. Et avec les étamines, des petites gouttes de nectar, donc il y a une entomophilie à peu près certaine. Je suis désolée, vous qui êtes pour la plupart des entomologistes, je vous brime, je ne le fais pas exprès, mais c'est mon incompétence. Autre chose, avec encore des inflorescences qui s'épanouissent, toutes les fleurs simultanément. Là, vous avez une graminée des marécages en Amazonie. En bas de la tige, non. En bas de la tige, vous avez un bouquet inflorescentiel qui est femelle. Ce bouquet s'épanouit au ras de l'eau. Les stigmates que vous voyez là font comme une toile d'araignée étalée sur la surface de l'eau. Au sommet de la tige, 80 cm plus haut, vous avez une inflorescence mâle. Voici les fleurs mâles qui s'épanouissent toutes simultanément. Le pollen est libéré. Là, nous sommes dans les marais. Il y a de l'anémophilie possible. Il y a de l'air qui circule. Le pollen est emporté, tombe sur la surface de l'eau et est retenu par cette sorte de toile d'araignée que constituent les stigmates femelles. Lorsque la fécondation a eu lieu, l'inflorescence femelle a sa tige, son petit rameau qui s'allonge, et voilà la fructification 15-20 cm au-dessus de l'eau. Encore une floraison simultanée. Là, nous avons le jeu simultané de l'inflorescence et de la tige qui la porte. C'est des cypéracées, toutes simples, qui vivent dans les grands marécages de l'Amazonie. Ça fait des tapis qui peuvent couvrir d'immenses surfaces avec une eau pas très profonde, entre 5 et 50 cm de profondeur, si vous voulez. Quand on marche là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a des épis qui ne portent que des stigmates, mais chaque épi est entièrement couvert de stigmates, des épis qui ne portent que des étamines, et des épis fanés qui portent des petits fruits. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une même tige poursuit sa croissance. Elle produit d'abord une inflorescence au stade femelle, puis elle continue à s'allonger, et elle produit une inflorescence au stade mâle. À ce moment-là, la fécondation peut avoir lieu, et l'allongement de la tige se poursuit jusqu'à la fructification. Donc on a à la fois le jeu d'une floraison simultanée de toutes les fleurs de l'épi et de l'allongement de la tige qui porte l'épi. Changeons maintenant de jeu. Des fleurs cléistogames. Fleurs cléistogames, ce sont des fleurs qui ne s'ouvrent jamais. Des fleurs qui ne s'ouvrent jamais, donc des fleurs qui, par définition, pratiquent une autopollinisation obligée. Cette autopollinisation, me direz-vous, est quelque chose d'assez banal. On la connaît bien chez les violettes de chez nous. Et quel est son résultat? Tous les ovules, ou presque, sont fécondés et donnent des graines. Donc, autopollinisation dans une fleur cléistogame, fructification avec un succès de presque 100%. Les fleurs chasmogames, les fleurs qui s'ouvrent, ont un succès beaucoup moins grand, mais leur floraison permet un brassage génétique qui va peut-être permettre à l'espèce de dériver, de donner autre chose et de s'en sortir beaucoup mieux lorsqu'elle aura des problèmes. Et il y a des plantes qui sont susceptibles de donner les deux types
de fleurs pour des raisons diverses. Je vous ai cité la violette que vous connaissez. Vous savez que la violette donne ses fleurs ouvertes au printemps. Quand la température monte, les fleurs ne s'ouvrent plus et les fleurs produites par la violette pendant tout l'été et jusqu'à l'automne sont de minuscules petits boutons qui vont donner beaucoup de graines. Ici, nous sommes dans des marais africains. La plante est dans l'eau, puis sa tige sort de l'eau et porte des jolies fleurs roses comme ça. Mais dans l'eau, si on y regarde de près, vous avez aussi des fleurs qui sont cléistogames. Donc, cette plante-là produit en fonction du niveau qu'atteint l'eau à cette occasion, soit des fleurs cléistogames inondées, soit des fleurs chasmogames exondées. Tout ça, ça va dépendre de la saison que nous aurons cette année-là. S'il y a beaucoup d'eau, il y aura beaucoup de fleurs cléistogames. Si au contraire, il y a très peu d'eau dans ce marais, nous n'aurons pratiquement que des fleurs chasmogames. Vous voyez que c'est une cléistogamie parfaitement opportuniste qui va permettre à la plante de produire des graines, même si les conditions sont différentes de celles de l'année précédente. Et puis, vous avez des plantes qui, systématiquement, ont deux types d'inflorescence. Une inflorescence qu'on voit bien, avec des fleurs qui sortent, enfin, personne ne peut louper ça, c'est beau, c'est bleu. Et puis une inflorescence que très peu de personnes peuvent voir. Il faut arracher la plante et fouiller parmi ses racines. Et parmi ces racines, on trouve des inflorescences qui descendent verticalement dans le sol sur quelques centimètres, tout ça c'est très petit, et qui donnent des fleurs cléistogames extrêmement prolifiques qui donnent énormément de graines. Quelque chose de tout à fait comparable se trouve chez cette utriculaire. Celle-là, c'est dans les marécages de Guyane. Vous avez, au-dessus de l'eau, l'eau étant ici, vous avez des jolies fleurs roses qui s'épanouissent. Alors, tout le monde trouve normal qu'il y ait des fleurs roses qui sont agréables à regarder. Ces fleurs roses sont d'une paresse extrême. Il est rare qu'elles produisent plus d'1 ou 2 graines. En revanche, si on a la curiosité d'aller voir ce qui se passe dans l'eau, il y a des fleurs cléistogames. Voici une fleur cléistogame. Ici, ce petit capuchon, c'est la corolle, complètement repliée sur elle-même et qui ne s'ouvre jamais. Et ces petits fruits-là donnent beaucoup de graines. Donc, la pollinisation à l'intérieur d'une fleur cléistogame est tout à fait efficace. Toujours la pollinisation à l'intérieur de ces fleurs qui ne s'ouvrent pas. Là, je vais vous raconter brièvement une petite histoire. C'était dans la forêt de type équatorial, qui n'est pas sous l'équateur mais pas loin, dans l'extrême sud de la Côte d'Ivoire. Je marchais dans l'ombre extrêmement dense sous ces grands arbres et je vois un petit machin blanc par terre. Je me penche, je m'aperçois que c'est une fleur. Tout petit, tout moche, tout blanc. Pas de chlorophylle. Ah, je dis ça, c'est bizarre. Une fleur comme ça, je regarde de plus près, c'était une gentianacée. Bon, une gentianacée sans chlorophylle dans ces conditions. Alors, je gratte au pied. Et là, je trouve, voilà la photo, ça sortait du sol, et ça, c'était caché dans les feuilles mortes. Un tas de petits rameaux extrêmement fragiles, entremêlés, qui portaient des fleurs cléistogames, et ces fleurs cléistogames donnaient des quantités de graines. Donc là encore, une pollinisation très efficace dans les fleurs cléistogames, ici, alors que dans les fleurs chasmogames, je n'ai pas vu de fruits, mais en fait, je n'ai vu que 2 plantes. Il y en avait probablement d'autres, mais peut-être étaient-elles totalement souterraines et je marchais au-dessus. Je ne peux pas savoir. L'observation de ce genre de plantes, c'est toujours un coup de chance.
Alors, il faut remarquer que dans la fleur qui s'épanouit, vous avez des étamines qui sont munies de glandes attractives. Et dans la fleur cléistogame, ces glandes attractives sont extrêmement réduites, pas fonctionnelles et je dirais presque disparues. Donc la pollinisation est probablement le résultat d'une attraction de certains petits insectes chez les fleurs qui s'ouvrent, mais pas chez les fleurs qui ne s'ouvrent pas, bien sûr. Parlons maintenant d'un autre phénomène. L'énastie, vous savez ce que c'est? C'est quand une plante, un organe d'une plante, a un mouvement assez rapide, que ce mouvement est réversible et reproductible. Autrement dit, l'anastie classique, c'est la feuille de la sensitive, Mimosa pudica. On frôle la feuille, les folioles brusquement se referment. Un moment après, les folioles se rouvrent. Un bon moment après, quand la plante aura eu le temps de récupérer, vous pouvez à nouveau frôler la feuille qui se refermera. C'est une nastie. Alors, des nasties qui interviennent dans la pollinisation, il y en a quelques exemples. Je ne vous en montrerai que quelques-uns. Voici des plantes d'une famille que nous ne connaissons pas chez nous, c'est la famille des Stylidiacées. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une fleur à 5 pétales. Non, il n'y a pas de réaction, vous ne savez pas compter, je suis désolée. C'est une fleur à 5 pétales, j'insiste. Le 5e, c'est ce petit truc-là, tout petit. Donc, 5 pétales, dont un réduit, ça fait un espace entre les 2 pétales voisins. Et dans cet espace vient se loger ce qu'on appelle la colonne, une colonne qui est mobile et qui se termine par 2 étamines et 2 stigmates. Vous me direz, pour la pollinisation, c'est du tout cuit. Les étamines touchent les stigmates, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Il se trouve que cette colonne est douée de nasties. Lorsqu'on touche sa base, voici les étamines au sommet de la colonne. La colonne a un mouvement brutal et son sommet, donc les étamines, viennent frapper le dos de l'intrus. Voici ici une colonne, l'autre colonne de l'autre fleur, et vous allez voir ce qui se passe. Le point sensible, et voilà. Et la colonne est tombée sur l'insecte. L'insecte prend une claque, ça ne lui fait pas grand mal, mais par le choc, le pollen est déposé sur son dos. Au bout de 2 à 5 minutes, le mouvement inverse se produit, l'insecte est libéré et il est simplement un peu sali de pollen. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'au sommet de cette colonne, au début de la floraison, vous avez les 2 étamines qui sont mûres. Ici, le pollen qui est libéré. L'étamine est coiffée de sortes de poils. Ça, c'est le premier stade. Donc, clac, clac, premier mouvement, qui peut se reproduire plusieurs fois, et plusieurs fois, on va déposer du pollen sur le dos de la bestiole. Le temps passe, à peu près 2 jours se passent, et voilà ce qui se passe. La colonne a toujours la possibilité de se rabattre. Elle continue à gigoter si on vient l'exciter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les étamines
sont des petits trucs dans lesquels il n'y a plus du tout de pollen. Leurs jolis poils transparents sont séchés. Les stigmates qu'on ne voyait pratiquement pas ont gonflé et sont récepteurs. Donc le même mouvement de la même colonne va permettre d'abord de déposer du pollen sur un insecte, 2 jours après, de récupérer du pollen qui aura été déposé sur le même insecte par une autre fleur. Vous voyez que le système n'est pas très simple, mais il est efficace, parce que chez ces plantes qui sont essentiellement australiennes, néo-zélandaises, et dont il y a quelques espèces en Papouasie, ça marche, c'est comme ça. Maintenant, un piège. Un piège qui est assez comparable au précédent, mais encore plus drôle, parce que dans un piège, on n'est pas seulement maintenu quelques instants, mais on est enfermé en sachant qu'on est fermé dans quelque chose de translucide. On voit la lumière et on ne peut pas l'atteindre. On est très malheureux, on s'agite. Alors, cette fleur, c'est une orchidée australienne. Dans une orchidée, vous avez toujours un labelle qui est la pièce qui attire l'attention. Ici, elle a une forme complexe. Elle a ce gros organe que j'appellerais communément entre nous, ne le répétez pas, la tête du canard. Cette tête de canard est couverte de glandes. Il paraît que ces glandes émettent des phéromones femelles qui s'adresseraient à un très petit hyménoptère, donc ce seraient les mâles qui viendraient, et ce seraient les mâles qui seraient attachés, un qui serait accroché. Mesdames, nous sommes toutes d'accord, c'est très bien. Cette fleur est toute petite, elle fait un peu plus d'1 centimètre, donc c'est quelque chose de minuscule. Et là, vous avez le corps du canard. Ce corps de canard est comme une cloche creuse, vous voyez, translucide. Ici, vous avez les pollinies, et un peu plus bas, vous avez le stigmate. Donc tout ce qu'il faut pour la fécondation, mais c'est dans le fond de cette cloche. Il se trouve que sur la tête du canard, vous avez un point sensible. Il est sur cette petite bosse-là. Ce n'est pas là ni là. Et que va-t-il se produire lorsque la toute petite bête, attirée par l'odeur de ses glandes, se pose sur le point sensible? Eh bien, la tête du canard va s'incliner. Sur le terrain, je me suis longtemps demandé comment la tête du canard faisait pour se redresser et s'incliner. Seulement la tête. À force de regarder avec ma loupe, j'ai vu que ici, sous la tête du canard, ici, vous avez ce qu'on appelle un pulvinus, c'est un coussinet moteur. Lorsque ce coussinet se gonfle, la tête se lève. Lorsqu'il se dégonfle, la tête s'abaisse. Mais, pour compléter la chose, de l'autre côté, ici, vous avez un autre pulvinus opposé au premier. Ce qui fait que le jeu alterné d'un pulvinus qui fait relever, un pulvinus qui fait s'abaisser la tête, fait ces mouvements qui sont un peu surprenants. Une fois la tête du canard abaissée, un autre mouvement va intervenir, ça va être la déformation du ruban en forme de ressort qui est ici. Et donc, l'ensemble de ce mouvement se produit en 1/10 de seconde.
La tête se relève en environ 5 minutes. Le relèvement de la tête complète demande parfois jusqu'à 8 minutes. Puis, l'insecte libéré s'en va, la plante se repose quelques instants et on peut recommencer. Mais au bout de plusieurs essais, la plante se déclare fatiguée et elle arrête de jouer. Elle reste fermée. Elle peut rester fermée plusieurs heures pour récupérer. Et puis, ça recommence. Donc, la pollinisation va être assurée par ces toutes petites bêtes qui sont simplement enfermées dans une cage translucide pendant un certain temps. Elles vont pouvoir s'agiter et puis elles vont polliniser cette orchidée et ça va marcher comme ça. Vous voyez que ces types de pollinisation qui ne sont pas nécessairement courants sont très humoristiques. Et je crois que la botanique, c'est très drôle. J'en ai fait pendant de nombreuses années et je continue à m'amuser avec. Je vous remercie de votre attention. Nous avons du temps pour des questions. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup déjà. Moi, c'était une question par rapport à la fleur de... Il me semble que c'était l'utriculaire, mais... Ah non, oh, je sais plus. L'avant-dernière que vous avez montrée, celle qui est protendre et qui a une colonne qui bouge. Astélidium. Oui, merci. En fait, je me demandais ce qu'il y avait au milieu des 4 pétales qui sont pas la colonne pour attirer l'insecte à cet endroit-là. Il y a s'il y avait des organes reproducteurs ici, en fait. Il y a des glandes minuscules. Et à la surface de ces glandes, à certains moments, pas en permanence, j'ai pu voir de très petites gouttelettes brillantes, donc il y a une sécrétion. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonjour, j'ai une question technique. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour prendre des très belles images de déplacement des nasties comme appareil? Alors, un appareil photo, c'est pas du cinéma, parce qu'il aurait fallu avoir une caméra ultra rapide. Donc, on a pris un nombre énorme. À 2, on a mis plus d'1 semaine pour faire la séquence. Oui. Et c'est un gros Nikon avec un flash annulaire. Mais le problème, c'est qu'au cours du mouvement, la fleur bouge. Donc, il faut toujours refaire la mise au point. On est toujours obligé de courir après la fleur pour faire la photo suivante. C'est un exploit, alors, oui. Oui, mais on y arrive. Et les dessins qui ont été faits d'après les images sont les vôtres? Oui. C'est très beau. Oh, je vous remercie, ce sont des dessins très simples pourtant. Oui, je voudrais poser une question sur les violettes. La cleistogamie, est-ce qu'elle est déclenchée par un stress ou est-ce qu'elle est permanente? Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut le voir régulièrement? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que les petits boutons dont vous avez parlé sont aériens? Est-ce qu'ils sont cachés? Est-ce qu'ils sont sous terre? Alors, chez les violettes, c'est un phénomène qui est régulier, mais au printemps, il n'y a pas de fleurs cléistogames. Les fleurs cléistogames apparaissent quand la température devient un peu trop élevée pour la violette, c'est-à-dire que là, maintenant, ça va venir. Je pense qu'on va les voir. Les fleurs cléistogames sont à l'emplacement des fleurs normales, mais leur petit pédicelle est très court, ce qui fait qu'elles sont cachées à la base des pétioles de la violette. Si vous écartez bien, on se met à 4 pattes et on regarde bien, vous allez les voir. C'est fait exactement comme un bouton, un petit bouton de violette, bien pointu au bout, mais ça reste comme ça. Et puis, au bout d'un certain temps, vous le voyez qui gonfle, et c'est un petit fruit. Alors, pratiquement, pas les pensées.
La Viola riviniana, Viola canina, toutes ces violettes-là, y compris certaines violettes exotiques, mais bon. Merci beaucoup pour ces belles histoires. Merci beaucoup pour ces magnifiques histoires. Est-ce qu'on sait quelque chose pour les nasties des propriétés biomécaniques ? Pardon ? Est-ce qu'on sait quelque chose des propriétés biomécaniques qui font que les mouvements peuvent se faire ? Je ne peux vous faire part que de mon hypothèse. On va revenir aux images, si c'est possible. Je ne sais pas. Oh, j'ai fait une bêtise, là. J'ai besoin... Ah oui. Excusez-moi, je ne suis pas très douée. Les dernières images. Voilà, un peu après ça. Bon. Alors, c'est surtout sur la petite orchidée que nous allons pouvoir parler. Voilà. Là, ici, la fleur est ouverte, complètement ouverte. Vous voyez cette lame, elle est gonflée ici, creuse de ce côté-là, et elle forme une seule courbe bien uniforme. Les deux bords, soulignés de rouge ici et là, sont très légèrement épaissis. Imaginez que ce soit des cordages raides qui portent une sorte de hamac semi-souple. Lorsque le mouvement s'amorce, nous n'avons plus une seule courbe, mais deux courbes, une courbe en S. La partie qui était saillante ici et creuse là, à la base de cette lame, c'est inversé, la partie saillante est de ce côté-là et le creux est en dessous. Autrement dit, c'est comme si les deux cordes étaient rigides et que, je dirais, le niveau de turgescence, j'utilise ce mot avec des guillemets parce que ça n'a pas été étudié, c'est mon interprétation, le niveau de turgescence de la membrane qui est entre les deux cordes varie. En fonction de cette variation, vous voyez ici que la courbe qui s'inverse progresse vers le haut, progresse encore, et là, vous avez une seule courbe unique qui est exactement inverse de celle que nous avions au début, avec ce que j'appelle les cordes rigides rouges ici, la partie saillante là, la partie creuse qui est de l'autre côté à l'intérieur, c'est exactement l'inverse. Et je crois pouvoir supposer, mais j'insiste, c'est une hypothèse, que c'est un jeu de transfert d'eau rapide, comme c'est habituellement ce qui se fait dans le cas des mouvements rapides chez les végétaux. J'attends que quelqu'un puisse faire l'étude. C'est pas facile, c'est incultivable, ça. Alors j'ai un peu mieux compris pourquoi des jardiniers, quelquefois sur leurs courges, ferment les fleurs, parce que finalement ils veulent de meilleures graines. Ils ferment les fleurs mâles ou les fleurs femelles? Ah. Parce que ce serait intéressant de le savoir. Moi, j'ai vu des jardiniers qui ne les fermaient pas, mais qui enlevaient les fleurs mâles. Tout simplement pour que les fleurs femelles soient fécondées par la courge d'à côté qui doit avoir les yeux bleus au lieu de les avoir marrons. Je suppose. Mais ce serait à étudier, ça encore. Bonjour, je voulais vous poser une question sur les floraisons souterraines. Vous avez donné l'exemple de Camellia bengalensis. Oui. Et je voulais savoir, en fait, vous avez présenté des fleurs, si vous connaissez le vecteur, parce que j'avais lu dans un bouquin de Jolivet, il y a quelques années maintenant sur la pollinisation, qu'il existait un ver de terre qui transportait le pollen de certaines fleurs hypogées.
Et je voulais savoir si c'était le cas ou s'il y avait d'autres vecteurs Alors, que vous connaissiez. Dans le cas du Commelina bengalensis, les fleurs sont cléistogames. Il n'y a pas de transport de pollen possible, je ne le crois pas. En revanche, il y a, par exemple, dans la plante parasite que je vous ai montrée, la Balanophoracée, qui est au ras du sol et en partie cachée dans la litière, il peut y avoir des vers de terre et des limaces qui transportent le pollen. Je dirais même que c'est facile d'imaginer ça. De la même façon, l'exemple classique, c'est l'aspidistra du sud-est asiatique. L'aspidistra qui a été planté partout dans le coin des salons pendant un siècle et qui maintenant est oublié, que l'un de mes professeurs à la fac appelait plante vertus conciergeorum. L'aspidistra fait des fleurs portées directement sur son rhizome, donc à moitié cachées dans la litière. Et on considère qu'il est dans la nature pollinisé par des limaces. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Une dernière question. C'est juste un commentaire. L'inversion de flambage que tu proposes là, c'est le mécanisme qui est proposé pour la dionée, où des mouvements d'eau justement modifient un peu les pressions et les deux folioles passent d'une position où elles sont réfléchies vers l'extérieur à une position où elles ont envie d'être réfléchies vers l'intérieur. C'est exactement. L'inversion se fait très très vite, ça paraît un mouvement hyper rapide. C'est de l'ordre du dixième de seconde, voire moins. Et c'est exact, la dionée ou même le mimosa pudica, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des chances que ce soit ça. Mais moi, j'ai regardé ça avec mon œil et ma loupe, hein, c'est tout.